peu en retard, hein. OK? Ok, il faut que je surveille Allez, un je peu lance alors. la réunion. Donc, bienvenue au Virtual Chapter du mois de mai. Donc, le Virtual Chapter, c'est une réunion Zoom à peu près tous les 3-4 mois, on va dire. C'est organisé sous l'égide de l'IMDHA IACT, qui est une société d'hypnose aux États-Unis à laquelle j'appartiens, qui a eu la bonne idée comme ça de proposer. Normalement, c'est en présentiel en fait, hein, mais après, bah, c'est passé en distanciel suite au Zoom et finalement, on a gardé cette formule-là parce que ça serait un peu compliqué de tous se réunir juste un soir tous les 3-4 mois, étant donné qu'on est tous un peu dispatchés sur la France. Voilà, le but, c'est de proposer en fait une thématique spécifique à l'hypnose avec un intervenant. Donc, comme je dis souvent, c'est pas l'auberge espagnole, c'est pas le café du commerce, hein. Il faut vraiment qu'il y ait une thématique spécifique avec du contenu qui va être apporté par la personne qui présente cette thématique. Et ensuite, c'est suivi de questions, questions-réponses. Voilà. Ce soir, on a l'honneur et le bonheur d'accueillir Catherine Roumanoff qui va nous parler d'hypnose spirituelle. Elle a sorti un ouvrage dont elle va nous parler. Alors, hop, on va essayer de faire apparaître. Voilà, sur l'hypnose spirituelle, qui est un très bon bouquin qui fait un peu la synthèse de différentes pratiques en hypnose spirituelle. L'hypnose spirituelle, c'est quelque chose qui est très courant en hypnose anglo-saxonne depuis les années 60-70 et qu'on commence à voir apparaître en France. Donc, c'est intéressant d'avoir des informations par rapport à ça, ne serait-ce que par rapport aux demandes des patients. Et puis en même temps, Catherine va nous parler des différents formats qu'on peut utiliser en hypnose spirituelle, au niveau thérapeutique, des différentes approches et en même temps des formations qui sont disponibles. Voilà, ben, je te remercie encore Catherine de participer. Je vous remercie tous de prendre de votre temps pour cette soirée et je te laisse la main. Merci. D'accord. Juste, je Ben, vous bonsoir à demanderai tous. juste Ouais. de couper vos micros quand vous arrivez, voilà, pour pas qu'il y ait de l'arsène de bruit parasite et comme ça on laisse Catherine nous parler de tout Ouais. ça. Merci. Donc, du coup, je suis concentrée sur les gens qui arrivent au fur et à mesure, en fait. Donc, je ne sais pas si je peux lancer en même temps mon petit Oui, oui, diaporama. tu peux faire partage d'écran au fur et à mesure. Par contre, tu auras peut-être de temps en temps une icône qui va s'afficher un tel et dans la Ouais, salle d'attente, d'accord. tu mets admettre, quoi. D'accord, du coup, est-ce que je vois pas les gens qui arrivent, en fait? Il n'y a pas Hein. notre administrateur, là, je vois un administrateur qui est là. Il y a Ouais, écrit administrateur. c'est parce qu'il avait été nommé administrateur. Alors attends, je regarde si je peux me Donc, nommer parce que co. je peux Euh, pas faire les deux, visiblement, parce que je vois pas non, s'il y a non, des gens. non, non. Parce que si je récupère le statut d'hôte, je Pourquoi il ne pense le qu'on prend va pas? perdre ton partage d'écran. Ouais, mais est-ce que mon partage d'écran est si important? Ah oui, non, si, j'ai des petites notifications qui Eh, arrivent, si, il y a quelqu'un si. qui arrive. Ouais. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, Allez, bonjour à super. tous. Peut-être que vous me connaissez parce que je suis animatrice des Virtuoses de l'hypnose. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un véritable scandale parce que c'est une émission sur l'hypnose qui est diffusée sur ABC Talk TV, sur la chaîne YouTube et c'est gratuit. Et donc, j'ai invité, à chaque fois, j'essaie d'inviter des spécialistes sur un thème donné. Donc, voilà, je suis à 25 émissions et ça continue pour l'instant. Qui c'est qui connaît cette émission? Levez la main si vous en êtes. D'accord. Très bien. Donc, je suis aussi auteur de plusieurs bouquins sur l'hypnose. Mon premier, c'est le journal d'hypnothérapeute. Donc, moi, dans mon parcours, tout simplement, je suis designer jusqu'au jour où j'ai rencontré l'hypnose sur mon chemin en tant que cliente. Mais autrefois, bien avant, j'avais fait de l'hypnose quand j'étais enfant et j'avais eu des aventures en hypnose. Et donc, évidemment, la psychothérapie dans mon parcours et dans le parcours de mes parents. Puisque mes parents, à une époque, ont dirigé le magazine Psychologie dans les années 80. Et ma mère a traduit le premier article sur Milton Erickson, paru en France, ainsi que sur la PNL. Donc, j'ai Ah, baigné dans les différentes techniques de psychothérapie depuis de très nombreuses années. Donc, l'hypnose spirituelle, ben, ça repose sur plein de trucs différents. D'abord, le désir d'absolu que peut-être nous avons tous, c'est-à-dire qu'il nous faut tout de suite, et que ça dure toujours et tout le temps, évidemment, quand c'est bien. On aspire tous à de l'amour infini, à une vie infinie. Donc en fait, on veut tout. On aspire à la non-dualité parce qu'on veut être tout et on veut être le centre de tout. Alors je fais des belles généralisations. C'est comme ça que je vois la chose. En tout cas, c'est ce que dans la spiritualité, dans ce mot spiritualité, il y a vraiment tout un fourre-tout, tout un bric-à-brac.
Donc là, je balaye un petit peu notre désir, disons, inassouvi d'être le centre du monde et notre ego, finalement, qui est là pour nous, qui a envie de prendre toute la place. Et d'un autre côté, quand l'ego prend toute la place, ou plutôt quand il se distend suffisamment, quand il s'écarte suffisamment, quand il grandit suffisamment pour prendre toute la place, et ben à la fin, il se dissout. Donc, la spiritualité, c'est vraiment l'idée qu'il y a un sens, qu'il y a un au-delà, qu'il y a quelque chose qui nous aime, qu'il y a Dieu, qu'il y a toutes sortes de choses qui n'existent absolument pas. Donc, dans mon discours de l'hypnose spirituelle, je suis loin de dire qu'on va dans des vies antérieures que ça existe, qu'on va dans l'intervie que ça existe. Je parle que de choses qui n'existent pas, puisque je parle de l'âme. Et l'âme n'existe pas, puisque depuis le XVIIIe siècle, l'homme n'a pas d'âme, ça n'existe pas. Et donc, ce n'est pas scientifique. Et donc, du coup, tout ce que je vais vous parler ce soir n'existe pas, et ça me va très bien avec ça. Donc, finalement, pourquoi l'homme invente un Dieu? Pourquoi l'homme invente un au-delà? Pourquoi l'homme invente tout ça? Parce que simplement, il a en lui, il porte en lui ce désir d'infini alors qu'il est fini. Donc, c'est un problème. Voilà, donc ça, c'est des petites notes que j'ai prises en fait pour moi-même. Mais donc, la proposition de l'hypnose spirituelle, ça, ça a plusieurs volets. Donc, il y a cette recherche de spiritualité, de sens, de plus grand que nous, en fait, que j'ai appelé l'amour cosmique, l'idée d'être relié à quelque chose de vraiment plus grand. On est en haut de la pyramide de Diels, des niveaux logiques de la pyramide de Diels, et on cherche vraiment dans une quête de sens. Dans cette hypnose spirituelle, on a la régression des vies antérieures, et historiquement, ça a commencé comme ça, tout simplement parce que... Oui, 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 je ne sais pas qui me dit oui. oui. Bon. Donc, dans cette hypnose régressive, je m'entends en fait, je m'entends en double. Vous Alors, m'entendez bien, vous? on t'entend bien. Par contre, il faudrait que les personnes éventuellement coupent leur micro quand ils arrivent. Comme ça, il n'y aura pas d'effet de Larsen ou de. D'accord, effectivement, j'ai un effet de Larsen. Ok. Donc, dans l'hypnose régressive, il y a à peu près 5 parties. Donc, la régression dans les vies antérieures qui s'est simplement produit spontanément, et on va en reparler dans les cabinets d'hypnothérapeutes dans les années 70-80 aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle l'intervie, parce qu'on se dit si on n'a plus eu plusieurs vies successives, qu'est-ce qu'on a fait entre deux vies? Donc, c'est ce qu'on appelle l'intervie, qui a été développée surtout par Brian Weiss aux États-Unis. Et puis, il y a la communication avec les défunts. Donc, si ce monde invisible existe, est-ce qu'on peut communiquer avec des personnes disparues ou des personnes disparues que l'on connaît ou des personnes disparues que l'on ne connaît pas, avec des traces de quelque chose, en tout cas d'une mémoire? Il y a ce qu'on appelle la libération d'âme, justement. Si on a des traces de mémoire ou de défunt ou de quelque chose qui s'invite, comment faire pour s'en libérer? Là, on parle directement de dépossession. Et voilà, la mort cosmique, j'en ai déjà parlé. Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce que j'en ai perdu plusieurs d'entre vous? Bon, tout le monde, personne n'a sa caméra, est-ce que je vois? Donc, je ne peux pas savoir. Donc, je continue, comme si je me parlais à moi-même finalement. Donc, pourquoi explorer le passé? Donc, le passé, pour moi, en fait, c'est très, très simple. Je suis, je suis très imbibée en fait de Swami Prajanpat, qui est un sage indien, dont mes parents étaient les disciples et dans lequel j'ai baigné en fait dans son enseignement quand j'étais petite et qui a dit des choses qui me paraissent vraiment très justes. Pourquoi explorer le passé? Tout simplement parce que le passé est toujours présent dans le présent et du coup finalement il vient encombrer le futur. Donc l'idée c'est que le passé insatisfait d'une manière générale, que ce soit le passé de cette vie, le passé d'autres choses, va venir emprisonner le présent, enserrer le présent de ses griffes. Donc l'événement passé, quelque part, est toujours là, il continue à surgir parce qu'il n'a pas été compris, n'a pas pu être intégré dans notre système d'appréhension du monde, et il tend continuellement à refaire surface et à se présenter à nous. Et donc, il se maintient parce qu'il est l'héritage de notre insatisfaction. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire toute l'idée de l'hypnose spirituelle, c'est d'aller satisfaire le passé, d'aller satisfaire nos aspirations de façon à pouvoir mieux vivre dans le présent. C'est-à-dire que libéré du passé, évidemment, on peut mieux vivre dans le présent. Et pour se libérer du passé, oups, c'est mon chat, eh bien,
eh bien, on va aller faire un petit tour dans ce passé, justement, par rapport à ces vies antérieures. Et en hypnose, il est assez facile, on va voir comment, de dérouler une histoire qui est donc dite dans une vie antérieure parce qu'elle ne fait pas partie, elle ne peut faire partie de la bibliographie de la personne, tout simplement pour des histoires de date. Donc, si on considère que le temps est linéaire, ou même s'il n'est pas linéaire, et ben à partir du moment où la personne va développer quelque chose qui ne peut pas faire partie de sa bibliographie, on va dire que ça fait partie de sa vie antérieure. Donc, on a toujours des solutions, puisque tout ce qu'on parle n'est que de suppositions. Donc, on peut tout inventer, c'est-à-dire que si finalement on déroule une vie qui a lieu en même temps que la nôtre, on va dire, bah oui, il y a une partie de notre âme qui s'est incorporée là dans notre corps, et puis une autre partie qui vit ailleurs sur la planète. Et c'est pour ça qu'on a plus ou moins d'énergie à l'intérieur de nous. Donc, on peut inventer toutes sortes de choses. Donc, pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de réalité, hein, c'est vraiment un outil thérapeutique que j'aime beaucoup parce que je trouve très efficace, tout simplement parce que parfois dérouler simplement une autre vie, un autre parcours, une autre biographie et pouvoir résoudre dans ces choses-là, dans cette autre vie, dans cet autre parcours, dans cette autre biographie, eh ben, ça permet complètement de travailler finalement quelque part à la fois à distance de nous-mêmes. Donc c'est en fait beaucoup moins souffrant pour la personne que de se plonger dans cette histoire différente de la sienne. Donc, est-ce que c'est de l'imagination? Est-ce que c'est une projection de nos névroses? Est-ce que ce sont des métaphores de nos problèmes et de nos solutions? Est-ce que c'est une véritable canalisation, comme si la personne sous hypnose pouvait devenir médium? Est-ce que c'est de la crypnomésie, c'est-à-dire des histoires qu'on a absorbées quelque part, qu'on connaît et puis qu'on a intégralement oubliées et qui vont ressurgir à notre conscience comme quelque chose de nouveau, alors que c'est finalement quelque chose... C'est un peu comme on revoit un film à la télé, un film ancien, et puis tout d'un coup, le lendemain, on s'est rendu compte qu'on avait déjà vu ce film 30 ans auparavant. Et donc, ça s'appelle la cryptomnésie. Ou alors, est-ce que c'est une communication de notre corps bouddhique, dans la mesure où on peut penser qu'on a au niveau énergétique plusieurs corps et que les vies antérieures se promèneraient dans notre aura, et donc notre corps bouddhique serait en contact avec toutes ces mémoires et pourrait nous les révéler. Donc, évidemment, ça parle de l'âme. Et qu'est-ce que c'est que l'âme? Donc, j'aime bien cette définition, cette explication de Lorraine Flaherty, qui est une hypnothérapeute anglaise. Voilà. Et donc, en fait, quand on va développer toutes ces histoires de vie antérieure, on va avoir des sensations qui sont forcément kinesthésiques, des pensées, des images. Les choses qu'on va capter, bien sûr, ça peut être très visuel, on peut être très associé au moment où on capte ces choses, on peut être dissocié, on va raconter une histoire qui se passe, on peut avoir des informations par des flashs d'images qui, pour nous, veulent dire quelque chose et on va pouvoir raconter ce que ça veut dire. Et finalement, la sensation de véracité ou de non-véracité d'une vie antérieure, c'est tout simplement la sensation kinesthésique associée qu'on va avoir, c'est-à-dire la sensation d'être complètement dans l'histoire. Donc, ça va nous faire tellement de sensations et tellement d'émotions qu'on va croire que c'est vrai. Voilà, ça dépend comment on va vivre le côté véracité, ça dépend comment on va vivre les choses. Donc, pour essayer de faire un schéma de tout ça, j'ai fait un petit schéma de comment je vois les choses. Donc, notre conscient est tout petit, hein, c'est la petite étoile dans le cercle rouge au milieu, qui baigne dans un grand inconscient, c'est-à-dire toutes les choses qui ne sont pas conscientes sont inconscientes dans ces immenses. Donc on peut, dans ces souvenirs-là, avoir dans le petit nuage là nos délires, nos névroses, nos projections hystériques, nos histoires euh, de toutes sortes qui viennent calmer une part de nous qui s'excite. On peut avoir tous ces autres petits cercles donc, qui sont des vies antérieures qui se promènent. Et donc, en hypnose, évidemment, on va pouvoir les capter, c'est hyper facile. Bien sûr, si on considère que les vies antérieures existent, on peut imaginer qu'on en a eu vraiment des quantités. Et donc, l'idée pour travailler, c'est de capter la bonne vie antérieure par rapport au travail qu'on a à faire. Et donc, poser l'intention de départ est évidemment extrêmement importante. Évidemment, il y a dans ce travail sans doute une dimension énergétique. Donc, j'ai mis une porte énergétique qui s'ouvre
Et puis, bien sûr, il y a les vies antérieures, les vies humaines, et pourquoi pas d'autres mondes aussi, sans parler, en parlant justement aussi de l'inconscient collectif ou de l'inconscient familial. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on entre en hypnose et qu'on demande une vie antérieure? Eh bien, finalement, on s'ouvre à beaucoup de possibilités et il peut se passer pas mal de choses assez étonnantes. Donc, comment ça marche sur le plan pratique? Ben, ça marche très bien parce que nous sommes donc, comme vous le savez, des êtres sensibles aux suggestions. Et en hypnose, ce qui est dit crée un effet. Donc, c'est exactement pareil que dans toutes sortes d'hypnose. Et même, pourquoi pas, je ne fais pas de barrière entre les choses dans l'hypnose de spectacle. Je n'explique pas qu'il y a l'hypnose de spectacle d'un côté et l'hypnose médicale de l'autre. C'est qu'une question de cadre et c'est pourquoi on est venu faire. Mais en tout cas, ce qu'on est venu faire là, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est en hypnose, tout ce qui est dit crée un effet. Et donc, dans l'hypnose de spectacle, si on nous dit fais le poulpe, et ben du coup, on va faire le poulpe. Et là, si on dit va dans une vie antérieure, et ben on va aller tout simplement dans une vie antérieure. Alors, comment faire pour aller dans une vie antérieure? C'est hyper facile. Ben, une fois que la personne est en hypnose, on va suivre un chemin, tout simplement. Et même, on va mettre la personne en hypnose en suivant un chemin, puisque c'est une métaphore d'une linéarité, c'est la métaphore de la linéarité du temps. Donc, ce chemin te conduit à tel endroit par rapport à ta problématique. Donc, ça peut être la métaphore avec un calendrier, avec une montre, une pendule qui remonte en arrière, avec une rivière où on prend une barque et on va s'embarquer pour remonter le cours du temps. Sur une ligne de chemin de fer, tout simplement, on va monter dans un wagon et on va pouvoir s'arrêter dans différentes gares. Et il y a une gare qui sera le lieu où tout cela s'est produit pour la première fois. Donc, c'est cette grande idée de linéarité. Il n'y a pas de peut-être dans l'induction dans les vies antérieures. C'est pas permissif et c'est pas permissif, c'est vraiment contenant. On va contenir la personne et on va contenir le chemin. Et donc, on va simplement faire une induction de chemin pour aller à l'endroit où il est important que la personne aille, ou bien sûr, il y a cette histoire de chemin, ou peut-être cette histoire de saut, tout simplement, aller à la première fois où le problème se produit, autour de la première fois où le problème s'est produit, avec le fameux pont somatique. Et donc, comment ça va se passer, cette vie antérieure? Comment elle va être proposée? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un non-choix? Donc là, je fais appel à Edith Fioré, tout simplement, puisque Edith Fioré, c'est une psychothérapeute américaine qui a travaillé énormément sur les vies antérieures. Elle a découvert l'hypnose. À partir du moment où elle a découvert l'hypnose, elle n'a fait plus que de l'hypnose, puisque effectivement, c'est super intéressant. L'hypnose, on sait que ça marche très bien, que ça va très vite. Et elle galérait avec une de ses clientes. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. La cliente avait développé une agoraphobie qui l'empêchait de sortir et surtout de sortir le soir et de laisser ses deux enfants à la maison. Et donc, elle n'arrivait pas du tout avec cette cliente. Et donc, un jour, elle lui a simplement demandé d'aller à la première fois où le problème s'était produit. Quelle n'a pas été sa surprise de capter le récit, puisque la cliente s'est mise à parler comme si elle était une autre personne, et de raconter une histoire donc, qui s'était passée dans un temps ancien, tellement ancien que ça ne pouvait pas faire partie de sa bibliographie. Et donc, elle raconte l'histoire d'une fermière au 19e siècle qui vit chez sa belle-sœur, qui a deux enfants. Et un soir, il y a des voisins qui font une petite fête. Donc, elle aimerait bien y aller. Et sa belle-sœur est fatiguée, elle ne veut pas y aller. Donc, elle décide d'y aller toute seule. Et donc, la soirée se passe bien. Mais quand elle revient, elle voit une ombre se faufiler devant les bâtiments de la ferme. Et quand elle entre, eh bien, sa belle-sœur est morte assassinée, ainsi que les deux enfants. Et donc, elle a un terrible sentiment de culpabilité. Elle se dit, bah voilà, si je n'étais pas sortie, cela ne se serait pas produit. Et donc, c'est comme s'il y avait une partie d'elle, en tout cas, qui dit plus jamais ça. Donc, pour plus jamais rencontrer ce véritable drame, il faut que je sois là le soir auprès des enfants. Et c'est vraiment très typique de la régression dans les vies antérieures, c'est-à-dire qu'on va développer une histoire qui ressemble finalement, qui va donner une explication en toute logique sur la vie présente comme un servant
parfois là, ça prend une forme de serment, plus jamais ça, je ne veux plus jamais partir de la maison le soir en laissant les enfants, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Heu et donc elle avait l'impression, cette histoire ancienne avait tout simplement l'impression que si elle était restée, elle aurait empêché ce triple meurtre et elle a l'impression que l'ombre qu'elle avait vue comme se faufiler, dans le noir, c'était son propre frère qui était un peu dérangé. Donc elle savait que son propre frère était un peu dérangé et qu'il pouvait, être, violent et donc elle s'était dit: «Si j'avais été là, ça ne se serait pas produit». Donc c'est cette espèce de promesse qui a été faite. Alors, évidemment, ce que va faire Édith Fioré, elle va tout simplement prendre en considération, le récit, prendre en considération la personne, enfin la personne à elle, la partie de sa cliente qui raconte l'histoire et va la calmer en lui disant: «Bah, écoutez, si vous étiez restée à la maison, vous seriez morte aussi, c'était impossible de contrer votre frère et cetera. Les enfants n'ont pas souffert, ils sont morts très vite». Enfin, elle va la rassurer, tout simplement pour lui permettre de se libérer de cette souffrance, de se libérer de cette culpabilité et donc de se libérer du serment de «je ne veux plus sortir le soir parce que c'est trop dangereux» et donc de la libérer de son agoraphobie d'aujourd'hui. Donc ça, Edith Fior le raconte dans son livre qui s'appelle, «Nous avons tous déjà vécu». Donc l'idée, c'est vraiment de s'adresser, à une partie supérieure, à ce fameux subconscient, enfin en anglais on dit subconscient, ici on dit inconscient, mais qui connaît la nature, la cause et le remède de tous les problèmes. Et pour choisir la vie antérieure, on va s'adresser encore à quelque chose qui sait les choses. Donc on va s'adresser au moi, ce qu'on peut appeler le soi, ou ce qu'on peut appeler le moi supérieur. Donc grosso modo, donc après la thérapie dans les vies antérieures a pris un essor aux États-Unis puisque curieusement, bah, tous les praticiens en hypnothérapie ont eu des cas spontanés. C'est-à-dire qu'aller à la première fois où ça s'est produit, à la cause et pof, hop, le client se met à dérouler une vie antérieure. Donc il y a plusieurs méthodes qui se sont mis en place, par chaque hypnothérapeute, de cette époque-là, qui se sont réunis finalement en association dans les années 80 et qui ont pu échanger sur leurs différentes techniques, sur bon, OK, d'accord, la personne va dérouler la vie antérieure, mais qu'est-ce qu'on fait après? Donc grosso modo, ici, je vous ai mis, 8 étapes d'une séance. Donc évidemment, la détermination d'objectifs qui est toujours extrêmement importante au début parce que la personne, elle est venue pour quelque chose, elle est venue pour résoudre un problème. Il y a la constitution évidemment de l'alliance thérapeutique avec la spécificité de dire qu'après la mise en hypnose et la régression dans la vie antérieure, ça sera au tour du client de parler donc en hypnose et de répondre aux questions que va poser le praticien. Donc là, il faut que ce soit très clair dès le début. Première partie de la séance, induction, régression, et deuxième partie de la séance, une fois arrivé dans cette vie antérieure, le client s'engage à répondre aux questions. Et le fait de répondre aux questions va permettre aux impressions qu'a le client de devenir plus matérielles en quelque sorte. C'est-à-dire que la personne en hypnose est dans le vague, mais quand on va lui poser une question, et ben, les choses vont devenir plus précises. Par exemple, elle peut ne pas connaître son prénom de l'époque, mais si on lui dit comment tu t'appelles, et ben le prénom, par exemple, va émerger. Donc il faut que la personne en hypnose ait suffisamment confiance dans le thérapeute, évidemment, mais en elle-même aussi, pour ne pas se brider elle-même en disant bah, je raconte des conneries, mais plutôt de dire bah, je vais dérouler ce que je suis en train d'imaginer, et puis après j'aurai tout le temps du monde pour déterminer pour moi-même si c'est vrai ou si c'est des blagues. Personnellement, moi, je peux penser que les vies antérieures existent, mais que ce qu'on déroule en hypnose n'est pas forcément des vraies vies antérieures. Voilà. Donc, à des moments, ça a l'air plus vrai que d'autres, mais c'est que des impressions de toute façon. Euh, Le seul travail la seule démarche, on va dire, scientifique, en quelque sorte, mais qui n'est pas scientifique, qui s'approcherait le plus, de la preuve des vies antérieures, c'est, Ian Stevenson, qui est ce psychiatre américain qui, qui était, qui recevait en fait des enfants qui faisaient, des cauchemars, tout petits, des terreurs nocturnes et qui, en les interrogeant, commençaient à dérouler d'autres vies, de dérouler des morts difficiles et c'est pour ça qu'ils étaient en train d'hurler
Tout simplement, il les a interrogés, il les a interrogés de façon extrêmement précise et les enfants ont pu répondre de façon précise aux questions qu'il posait. Et sur 20 000 cas étudiés, parce qu'il a été en Inde, parce qu'il a travaillé aussi avec les populations indiennes des États-Unis, pour qui, dans la culture, les vies antérieures ne sont pas un problème. Parce que 50% des gens dans le monde, évidemment, croient à l'existence des vies antérieures. Donc en France, c'est loin d'être culturel. Mais du coup, il a pu mener des enquêtes et sur toutes ces enquêtes, eh ben, il y a 20 cas qu'il a écrits dans un livre, 20 cas suggérant l'hypothèse de la réincarnation. Et c'est vraiment des cas spécifiques où les enfants étaient très précis, où ils ont pu mener des enquêtes pour retourner dans les villages, ou les villes ou les endroits où l'enfant disait avoir vécu dans une autre vie, retrouver des parents et pouvoir raconter des histoires qui étaient inconnues de leur vie actuelle, en fait. Et c'est assez rigolo. Donc, il y a un très bon documentaire sur Netflix qui s'appelle Surviving Death, que je vous encourage à regarder, parce que c'est très émouvant de voir ces psychiatres qui sont les héritiers de Ian Stevenson à l'Institut de Virginie, qui continuent ses recherches et qui, en même temps, évidemment, libèrent les petits-enfants de leurs cauchemars en les prenant au sérieux et en les prenant en considération. Et au lieu de dire tais-toi, ça n'existe pas ce que tu racontes, évidemment. Donc, on en était à la mise en hypnose, induire la régression, faire appel au moi supérieur pour aller choisir une vie antérieure qui correspond à la problématique. Et puis, une fois qu'on explore la vie antérieure, pour ça, je vous ai mis un petit détective parce qu'en fait, l'hypnothérapeute est le détective et il va essayer de voir à quel endroit ça se passe le problème. Et donc, on a ce fameux bouton marche rapide, en quelque sorte, retour en arrière, c'est-à-dire qu'évidemment, il suffit juste de se déplacer dans la vie antérieure en faisant une suggestion adéquate, du genre va au moment le plus important pour toi, va au moment de ta mort, va au moment où tu as rencontré cette personne, voilà. On va va au moment le plus heureux de ta vie, ce qui est toujours pas mal pour aller chercher des ressources. Donc on va pouvoir circuler dans cette vie antérieure. La personne va traverser évidemment toutes sortes d'émotions. Donc évidemment, le grand jeu de l'hypnothérapeute, c'est de le dissocier s'il y a des trop fortes émotions, pour qu'il puisse continuer à raconter l'histoire, mais sans souffrir, évidemment. De toute façon, s'il est trop associé et qu'on l'entend hurler, bah, du coup, forcément, il ne peut pas nous raconter en même temps. Donc, il faut mieux le dissocier pour qu'il puisse nous raconter ce qui se passe, et pour éviter, évidemment, de le faire souffrir. Et puis, on va aller à l'endroit où ça se passe, on va comprendre le problème, on va comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Si on ne comprend pas, on peut demander au moi supérieur d'aller directement à l'endroit où, pourquoi il a choisi cette vie finalement, en personnifiant tout ça. Et puis, on va trouver une solution, une resolution. Moi, j'aime bien de dire que c'est une resolution. C'est-à-dire que la première fois où la personne a vécu cette vie, elle n'a pas eu la solution. Et donc, on va resolutionner pour résoudre. On va trouver une resolution. Et du coup, ça va faire comme une forme de résolution, en fait, pour cette vie actuelle. C'est pour ça que j'ai mis une petite ampoule, parce que voilà, on va voir comment on procède. Donc, tout se met en place. Il y a une intégration qui est faite pendant l'hypnose, parce que autant la personne est en hypnose, autant en profiter pour faire l'intégration de cette vie, du message de cette vie, de cette compréhension de cette vie en hypnose. Et puis après, une fois après le réveil, après la vérification, que tout va bien, que la personne a bien les yeux en face des trous, il va y avoir des cadeaux. C'est pour ça que je mets des petits cadeaux, c'est-à-dire qu'au-delà de cette expérience, au-delà du problème qui va être résolu, eh bien, il y a tout l'intérêt il y a des méta-bénéfices, en fait. Voilà, donc l'exploration de la vie antérieure, on va pouvoir visiter différentes parties. Il y aura des parties, des moments qui seront intenses émotionnellement, des événements très positifs, des événements très négatifs. Et on va s'intéresser aussi à l'après-vie pour savoir qu'est-ce que a fait la personne après sa mort, éventuellement. Donc, on va se promener. Et puis, on va arriver donc sur des points importants. Donc, là, on va résoudre. Donc, il y a des gens qui sont partisans pour ne rien changer, mais pour changer la compréhension des choses, un peu comme Edith Fioré avec cette fameuse cliente qui était agoraphobe dans l'histoire que je vous ai racontée. Elle ne change rien au meurtre qui a eu lieu, mais elle change forcément la position perceptuelle, la compréhension de la personne de l'époque, en la calmant, en la raisonnant, en lui disant qu'elle n'aurait rien pu faire d'autre que ce qui s'est passé. Moi, j'aime bien la rescénarisation, c'est-à-dire
cette rescénarisation, en fait, c'est comme s'il y a eu... Donc, je pars toujours du principe que le passé était insatisfait, donc on va chercher à satisfaire le passé. Donc, comment satisfaire le passé? Ben, souvent, il s'agit simplement d'un changement d'état intérieur. C'est un changement d'état intérieur qui change tout. Et souvent dans la vie, quand on a des regrets, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. En fait, on n'aurait pas pu faire ci et faire ça par rapport... On a fait le meilleur choix possible à chaque instant de notre vie par rapport à l'état intérieur dans lequel on était, par rapport aux informations dont on disposait. Et on se rend compte finalement, et je trouve que c'est très enseignant pour notre propre vie, que c'est ce petit changement d'état intérieur qui nous aurait permis de réagir un petit peu différemment. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, et par exemple, on se sent blessé, et finalement, il aurait fallu juste d'un tout petit pas de côté, d'un sentiment différent à l'intérieur de nous-mêmes, qui aurait fait qu'on aurait pu réagir différemment, et peut-être que tout aurait pu changer dans la relation. Donc finalement, ce qu'on va faire, quelque part, c'est pas forcément changer les événements, mais changer vraiment cet état intérieur que la personne aurait aimé atteindre, qui lui aurait permis de réagir différemment. Plus de courage, plus de curiosité, plus de quelque chose, ou moins de quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment, on va varier sur le sentiment intérieur. Et c'est ça qui va tout changer. Dans L'Homme de février de Milton Erickson, vous connaissez sans doute cette histoire, il y a un livre sur le sujet qui simplement... il y a une cliente qui vient le voir, elle voudrait devenir mère, mais elle va se marier, mais quand même, ce qu'elle craint, c'est de ne pas pouvoir être capable d'élever des enfants parce qu'elle a eu des parents défaillants, on va dire ça comme ça. Et donc, finalement, Milton Erickson, en hypnose, va lui indiquer qu'il y a une personne qui est venue la voir au mois de février, toutes les années de son enfance, pour lui permettre un échange, en fait. Cette personne n'est nul autre que lui, en fait. Donc, c'est comme si Milton Erickson, toutes les années de son enfance, était venu la voir tous les mois de février, de façon à discuter avec elle et de la faire grandir et de lui permettre de se sentir capable de pouvoir élever des enfants. Donc, finalement, il a rescénarisé son enfance en apportant un élément qui n'était pas là. Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va rescénariser simplement en demandant qu'est-ce que tu aurais eu envie qu'il se passe. Et dans l'événement crucial, on va faire réagir la personne différemment que ce qu'elle a fait, parce qu'elle a la capacité, la ressource, la possibilité de faire autrement. Et donc, elle va pouvoir euh, avancer complètement là-dessus. Voilà. Donc, on pourra en parler après si vous voulez de cette rescénarisation. Donc, il y a quelque chose qui est important là que j'ai mis en gras qui s'appelle faire transpirer. Pourquoi? Parce qu'on va faire revivre une autre version à la personne en hypnose. Eh bien, il faut qu'elle le revive en associé, il faut qu'elle le revive, il faut qu'elle se donne du mal. Donc, on imagine quelqu'un qui a des oppressions dans la vie actuelle, qui a de l'asthme, qui se sent étouffé, qui a toujours un poids sur la poitrine. Hop, dans une vie antérieure, il est mort dans un tremblement de terre et donc il y a un bloc de pierre qui lui a bloqué la poitrine. Et ben, on va lui faire enlever son bloc de pierre et donc on va faire le bloc de pierre, c'est-à-dire on maintient la personne, par exemple un coussin sur le torse de la personne. La personne, elle est allongée parce qu'elle peut beaucoup bouger, donc une personne allongée, c'est plus facile à manier. Donc, j'appuie un coussin sur sa poitrine et elle va retirer, elle va pousser ce coussin, elle va se débattre de façon à enlever ce coussin et donc, du coup, elle transpire en quelque sorte. Donc, on la fait transpirer. C'est comme ça qu'elle va capter le changement véritable qui s'est produit. Donc, la personne est complètement associée au moment où elle se défait de son problème. Alors, il y a d'autres solutions, bien sûr, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de changer quoi que ce soit, on va voir les choses différemment, et donc à ce moment-là, quand on voit les choses différemment, bah, évidemment, tout change, donc on a une autre perception. Donc, il y a Isola Pisani qui raconte une histoire assez intéressante d'un homme qui a une vie antérieure où il s'est fait assassiner dans des temps très anciens, dans un château. Il était le fils, enfin, il était un des bâtards du seigneur et il avait un ami qui était mercenaire, donc il savait que cet homme était extrêmement dangereux, qui tuait des gens.
Et cet homme, finalement, l'a assassiné dans un des couloirs du palais d'un coup de couteau. Et lui, dans sa vie actuelle, il a très, très mal d'un côté du ventre. Et donc, en fait, il y a ce poignard qui n'a pas été digéré, en quelque sorte, qui est toujours planté là. Et donc, il va mettre pas mal de temps à comprendre, en fait, toute la situation. C'est-à-dire que au départ, il se sent furieux contre cet homme. Au départ, il se sent, voilà, il a plein il explore un petit peu la situation sous tous les aspects. Et finalement, c'est quand il voit la situation dans son ensemble et il se voit lui et il s'accepte lui comment il est, c'est-à-dire qu'il voit vraiment d'une façon sage euh, toute la situation, il se rend compte qu'il savait que cet homme était dangereux, mais qu'il voulait quand même être son ami parce qu'il se sentait seul et qu'il n'avait pas d'amis, qu'en faisant là, il avait pris un risque, et finalement, quand il est mort assassiné, c'est pas trop à l'autre qu'il en voulait, c'était plutôt à lui-même, parce qu'il le savait, mais qu'il ne voulait pas le voir. Donc finalement, le pardon, c'était pas un pardon envers son assassin, mais c'était plutôt un pardon envers lui-même, d'avoir capté la situation, mais de n'en avoir pas tenu compte parce que son désir d'avoir un ami était plus grand que tout le reste, parce qu'il se sentait seul. Donc, le fait de voir la situation dans son ensemble, de voir ce qui est, en quelque sorte, et ben du coup, c'est très apaisant, puisque ce qui est, quelque part, est juste, puisque ça ne pourrait pas être autrement que cela est. Pour moi, ça rejoint Cathy Byron, de voir ce qui est, aimer ce qui est. Voilà. Donc, évidemment, il y a plein de résolutions différentes. Il peut y avoir une libération émotionnelle parce que finalement, il peut y avoir comme un cri de terreur ou de peur, enfin, ou de rage qui n'a pas été poussé. Donc, quelque part, si ce cri est poussé, ben, ça permet de libérer tout le reste. Dans ces principales résolutions, il y a la résolution par l'effet de replacement, c'est-à-dire qu'on on peut, quand on rencontre un problème qui nous rappelle une vie antérieure, on peut simplement se dire, ah oui, ça c'était dans la vie antérieure, c'est pas maintenant, c'est pas ici. Autrefois, j'aurais fait ci, autrefois, j'aurais agi autrement, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il y avait l'histoire de cette femme qui souffrait curieusement de crise d'asthme à chaque fois qu'elle rentrait chez elle. Et donc, elle a déménagé plusieurs fois, elle fait en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments allergènes, etc. Et pourtant, à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle avait des crises et finalement, dans une vie antérieure, elle s'était fait assassiner, étouffée par un coussin en rentrant chez elle. Et donc, simplement le fait de découvrir ça, c'est une information. Et à chaque fois qu'elle commençait à rentrer chez elle et à se sentir étouffée, elle dit non, c'est pas moi, c'était autrefois et c'est pas maintenant. Donc, en replaçant l'événement dans son contexte, et ben, du coup, ça lui permettait entièrement de relativiser les choses en quelque sorte et de repousser et de se défaire peu à peu complètement des crises qu'elle pouvait faire en rentrant chez elle. Ça a disparu, c'est comme un ancrage, c'était une sorte d'ancrage qui était toujours là et qui finalement, en tout cas sous cette forme-là, a permis de libérer les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, alors on peut résoudre aussi en allant au-dessus des choses, c'est-à-dire que si on considère qu'on est dans une qu'il y a un monde invisible, puisque de toute façon on est dans une vie antérieure, donc pourquoi il n'y aurait pas un monde invisible? Ça peut être très sympathique. De façon à, donc il y a la ligne du temps avec les différents événements de la vie antérieure, et puis au-dessus de cette ligne du temps, on peut prendre de la hauteur, comme on prendrait du recul, pour vivre des rencontres. Par exemple, si on a été torturé par quelqu'un, je sais pas, enfermé par une belle-mère odieuse qui nous privait de nourriture, on peut finalement aller dans un au-delà, au-dessus de cette vie-là, en quelque sorte, où on va pouvoir faire une rencontre d'âme à âme entre la petite fille et la grand-mère et voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il peut se passer des choses spontanément super intéressantes. Donc, on peut vivre des compréhensions, des révélations, des rencontres, des échanges, faire des cadeaux, capter des ressources d'une vie antérieure, puisqu'on est dans cet espace spirituel. Donc, il peut y avoir notre personnalité d'aujourd'hui qui vient rencontrer notre personnalité d'hier, et ce qui permet de s'offrir des talents, des savoir-faire, des savoir-être, c'est-à-dire plutôt. Voilà, donc dans cet espace métaspirituel, je l'ai appelé comme ça, il peut se passer plein de trucs. On peut aussi
être en connexion justement avec son moi supérieur ou son moi profond pour demander à ce moi profond, ce moi supérieur, quelle serait la solution. Parce que moi, finalement, la solution, bah, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'idée que ce soit le sujet en hypnose qui l'apporte. C'est pas moi qui vais dire tu fais ci, tu fais ça, mais c'est plutôt que je pose simplement la question, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce que tu aurais aimé Et donc, c'est la personne, elle dit, bah voilà, j'aurais voulu expliquer à mon mari qui m'enfermait le soir que de toute façon, je l'aimais. Ou j'aurais voulu dire, voilà, donc c'est peut-être simplement une parole qui n'a pas été dite, ça peut être simplement, voilà, quelque chose qui va venir changer un état intérieur de la personne qui va tout changer. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment l'état intérieur, dans quel état on est, qui nous permet d'accomplir telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on croit de soi, donc quelles sont nos croyances qui nous permettent d'accomplir telle ou telle chose. Donc c'est tout ça, ces petites subtilités d'être en fait qu'on va actionner. Et puis, alors ça c'est un grand mouvement dans l'hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures, euh, qui est basé pour le coup sur une... Parce que moi j'ai un côté vraiment pratico-pratique pour aller apporter, favoriser des resolutions. Mais l'école canadienne d'hypnose spirituelle et d'autres écoles aussi considèrent que finalement, tout ce qui s'est passé, c'était super. Enfin, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Mais dans le monde spirituel, justement, dans la vie entre les vies, en quelque sorte, on va pouvoir bénéficier de tous les enseignements. Donc, en fait, on déroule une vie antérieure, on ne touche à rien dans cette vie antérieure, et puis on va aller dans cet espace spirituel de fin de vie, dans l'interlife. Et c'est dans cet interlife qu'on va comprendre quelle était notre mission de vie, est-ce qu'on l'a accompli, quel apprentissage on en a tiré, etc. Et donc c'est dans cet espace post-life, en quelque sorte, interlife, qu'on va avoir tout d'un coup accès à des compréhensions, des révélations spirituelles. Ce qui est aussi possible et selon effectivement les croyances de la personne en hypnose. Quand on fait les régressions dans les vies antérieures, il y a un moment très intéressant qui est vraiment le moment de la mort. Et demander justement, après la mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qui est toujours une question un peu drôle, mais la personne va répondre tout simplement, qu'est-ce qui se passe pour elle? Je me sens lumineux, j'ai quitté mon corps, j'ai quitté ça. Ou au contraire, je reste attachée à la terre, je veux absolument savoir ce que sont devenus mes enfants. Je préfère rester dans l'énergie terrestre que d'aller dans la lumière. Donc c'est toujours intéressant de savoir, de connaître un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Donc en fait, les méta-bénéfices en fait, de ces séances, eh ben, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, en visitant les vies antérieures, on va se déplacer dans plein d'espaces différents. Et en se déplaçant dans plein d'espaces différents, eh bien, on va gagner en agilité émotionnelle. Parce que dans chaque espace, dans chaque lieu, on va vivre des émotions extrêmement fortes. Imaginez que vous êtes en train de brûler sur un bûcher. Donc, vous avez une impression extrêmement forte, extrêmement violente, de peur, de terreur et de douleur. Hop, on change d'endroit et on se retrouve à l'endroit où vous avez appris avec votre grand-mère à cueillir des herbes dans la prairie. Ben là, c'est un moment heureux. Donc, on va quitter un moment terrible pour un moment heureux en un claquement de doigts. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable à vivre au niveau des émotions. Et quand on a vécu ça, on ne perçoit plus du tout les émotions comme autrefois, comme quelque chose qui nous est imposé, mais plutôt comme quelque chose dont on peut changer d'état émotionnel. Mourir, c'est OK, puisque quand on est mort plusieurs fois, et ben du coup, c'est quelque chose qu'on peut envisager de façon plus simple. La survivance de l'âme, bon, pourquoi pas, voilà, on peut avoir cette impression-là, en tout cas, qu'on est plus grand que ce qu'on pourrait croire. Les autres, c'est OK, parce que le fait de vivre des vies antérieures diverses et variées, donc d'être un enfant, d'être un homme, d'être une femme, voilà, de vivre différentes incarnations à différentes époques, de se retrouver dans la peau d'une femme très amoureuse,
de connaître un grand amour ou de se sentir pauvre et misérable, je sais pas, pendant la Révolution française. Enfin, le fait de voyager dans différents espaces, dans différents temps, dans différentes corporalités, dans différents statuts sociaux, connaître différentes choses, nous permet d'avoir une meilleure tolérance. Voilà. Évidemment, bah voilà, ça nous permet de changer de position perceptuelle par rapport à beaucoup de choses. Après, voilà, des choses plus spirituelles, acceptation de soi comme des êtres divins, pourquoi pas. Et puis, on peut aussi, à l'occasion de voyages spirituels, comme recevoir des... Moi, j'ai écrit n'importe quoi, c'est pas enseignante, c'est des enseignements. C'est-à-dire, tout d'un coup, avoir l'impression d'une révélation en disant, ta, c'est comme ça que ça marche. Ah, voilà, c'est pour ça que je suis venue sur Terre. Ah, j'ai traversé telle épreuve, mais ça veut dire ci ou ça. Et donc, ça permet aussi d'aller dans cette espèce de métaposition perceptuelle qui permet de, évidemment, réorienter, réaligner sa vie d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà pour ce